8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. Vous faites partie des figures qui depuis 2 mois maintenant battent le pavé, battent le rappel. Et c'est la 8e journée de mobilisation aujourd'hui. C'est aussi cette journée cruciale demain également. Commission mixte paritaire aujourd'hui. Nouvelle mobilisation donc et peut-être demain adoption avec ou sans 49.3. Et puis aux abords du Parlement, il y aura vous, il y aura Philippe Martinez puisque vous avez déjà annoncé que demain vous feriez en quelque sorte le siège de l'Assemblée nationale, vous iriez manifester devant les députés. Votre combat de ces derniers jours, il s'est particulièrement focalisé sur une question, l'usage ou non du 49.3. Est-ce que vous n'avez pas pris un risque? Parce que si l'on en croit le gouvernement, il n'y aura pas de 49.3. Et donc au fond, vous serez obligé de reconnaître qu'il y a une forme de légitimité à cette réforme. Non, mais le combat de ces derniers jours, il s'est concentré sur une chose. Cette réforme, elle demeure injuste et brutale pour les travailleurs et travailleuses qui seront impactés. On ne parle pas d'un objet politique, on parle d'un objet social, d'une réalité du monde du travail qui rejette cette réforme parce que ça a des conséquences concrètes dans la vie de chacun et chacune au travail, par l'allongement de la durée de carrière de 62 à 64 ans. Et cette réforme, elle est rejetée massivement dans l'opinion. Et elle continue à l'être, en effet, sondage après sondage. Elle fait l'objet des plus grandes mobilisations jamais organisées dans la rue, des manifestations, chiffres de la police, comme ça enlève toute contestation, depuis le début des années 90. Le 31 janvier et le 7 mars, ce sont été, la semaine dernière, les plus grandes mobilisations jamais organisées. Et elle fait l'objet d'une procédure parlementaire escamotée. Et donc, nous, on s'en souvient des débats express. Des procédures, des 47.1, etc., dont je suis pas un spécialiste, mais en ça, on voit bien qu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée, qu'il y a eu une accélération dans une enceinte, le Sénat, qui est d'habitude empreint de sérénité, une accélération des débats, etc. Et donc, notre combat, il est contre l'objet de cette réforme, pour qu'on parle enfin du travail et des travailleurs dans cette réforme, et pas des jeux politiques. Parce qu'on voit bien que c'est un compromis politique qui a été cherché et pas un compromis social sur le travail. Compromis politique, vous voulez dire avec LR, on va y revenir. Bien sûr, et c'est l'idée qu'il n'y ait pas, in fine, un passage qui serait un passage qui, alors là, escamoterait totalement le processus parlementaire. Donc oui, on est intéressé à ce que les parlementaires s'expriment. Et c'est à eux que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Parce que donc dans 25 minutes, là, il est 8h35. À 9h, la commission mixte paritaire se réunit. Qu'est-ce que vous leur dites aux 14 qui vont siéger? Je m'adresse surtout à ceux qui vont siéger demain dans les votes. Je leur dis, regardez ce qui s'est passé depuis le début. On a une réforme des retraites qui est, contrairement à ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire partant du travail et des réalités des travailleurs, a été sur une logique purement budgétaire pour résorber un déficit qui ne met pas en cause le système des retraites par répartition. C'est totalement contesté dans une mobilisation qui, en termes de géographie et de sociologie des manifestants et donc des électeurs, est extrêmement diverse et qui va avoir des conséquences en termes de ressentiment du monde du travail à l'égard de cette réforme et donc de ceux qui, quelque part, auront permis qu'elle se mette en place, qui va être profond. Je leur dis, agissez en responsabilité. La responsabilité, c'est évidemment d'avoir des convictions, et je ne doute pas que les parlementaires en aient, mais c'est de regarder ce qui est en train de se passer dans la société et dans le monde du travail. Cette réforme, à bas bruit, elle est contestée par encore plus de monde que ceux qui s'expriment publiquement. On a aujourd'hui des chefs d'entreprise, on a des DRH qui sont inquiets des conséquences de mise en œuvre de cette réforme. On a des responsables des comptes sociaux qui sont inquiets du fait que ce report de l'âge, il va avoir une conséquence concrète sur l'assurance chômage, mais aussi sur la caisse d'invalidité, parce que des gens ne pourront pas aller au bout de leur carrière. Donc les députés à qui vous vous adressez ce matin, vous leur dites quelques groupes d'où vous veniez. Exactement. Voter contre cette réforme. En âme et conscience et regardez ceux et celles qui, dans vos circonscriptions, qui, par la manifestation ou par la parole sans s'engager forcément à une manifestation, contestent cette réforme. Ce sont des gens normaux. C'est la France du réel, la France du travail, qui tous les jours s'investit dans son travail, aime son travail, est au travail, mais qui dit c'est pas possible, cette réforme, elle ne parle pas de nous, elle ne nous concerne pas, au sens où elle n'est pas en résonance avec ce qu'on vit tous les jours au travail. Vous revendiquez d'être le représentant d'une France responsable, d'une France raisonnable. Laurent Berger, pour poursuivre quand même cette adresse que vous avez vis-à-vis des députés, de leurs responsabilités demain, y a-t-il encore une poignée, peut-être plus, de députés que vous pensez pouvoir convaincre d'ici demain? Mais je l'espère. C'est que ça se joue à un ou deux près.
par la démonstration qu'aujourd'hui, il y aura encore des mondes dans la rue pour dire qu'on ne veut pas de cette réforme, par la force de nos convictions, par notre sincérité. Par notre sincérité. On ne s'engage pas dans ce combat qu'on mène depuis maintenant plusieurs mois sans le faire en résonance, en ancrage dans le monde du travail. Avez-vous parlé à un certain nombre de députés? Certains d'entre vous qui avaient des doutes ont-ils demandé à vous rencontrer? Mais bien sûr, on a discuté avec un certain nombre de députés. Moi, je suis frappé d'une chose. C'est d'abord une conviction très partagée, très largement partagée, que cette réforme, elle a été mal construite, mal bricolée, elle a fait l'objet de beaucoup d'imprécisions, de beaucoup d'incompréhension et parfois peut-être un peu de manipulation dans des chiffres qu'on donnait qui étaient pas les bons. Vous pensez notamment à la question des 1200 euros, c'est quand même très frappant. Donc il y a un consensus assez large, même très très large, sur le fait que c'est clairement pas un objet politique et un objet social très pertinent. En gros, des gens qui sont prêts à Charles monter, de Courson, qui était à votre micro hier, qui est jusqu'à présent, en tout cas, un député considéré comme modéré, centriste, disait qu'au fond, il était pour une réforme des retraites, mais que celle-ci ne correspondait même pas à notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais on voit dans la majorité aussi des députés qui font leur travail, qui sont extrêmement mobilisés dans leur rôle de parlementaire, dire que cette réforme, il la trouve totalement inepte, etc. Mais c'est ça le sujet. Vous pointez exactement le sujet. Le sujet, c'est moi je m'adresse à chacun et chacune d'elles. Au nom de ces salariés normaux, j'ai envie de dire. Je leur dis, écoutez, votez en âme et conscience. Votez en âme et conscience. Demain, il peut y avoir un moment. Certains, notamment au gouvernement, pensent que demain, s'il y a vote, c'est la fin d'une séquence. Mais la vie des gens, c'est pas une séquence. C'est pas la fin d'une séquence, ça va provoquer un profond ressentiment dans le monde du travail, de profondes difficultés de mise en œuvre de cette réforme qui n'ont pas du tout été pensées. Cette mise en œuvre n'a pas du tout été pensée. Ça va provoquer un mal-être dans le monde du travail, des difficultés dans les entreprises où on va devoir tout d'un coup avoir des gens qui, dans des métiers difficiles, vont devoir travailler 2 ans de plus et dont on ne sait pas comment on va les gérer. Donc, je leur dis, votez en votre âme et conscience. C'est normal d'avoir des disciplines de groupe, d'avoir des logiques politiques, etc. Mais là, demain, on parle du réel, on parle du monde du travail, on parle de ceux et celles qui ont été mobilisés pendant le Covid et qui le vivent très mal, ce qui est en train de se passer. Laurent Berger, on va parler d'ailleurs des éboueurs dans un instant et de la décision de Gérald Darmanin de presser Anne Hidalgo de réquisitionner. Mais encore un mot sur cette question-là et sur votre adresse aux députés. Est-ce que vous considérez que ceux qui voteraient pour la réforme sont éloignés du monde réel, si je reprends vos mots? Je ne pointerai personne. Chacun agit en responsabilité dans une démocratie et on respecte les opinions des uns et des autres. Je ne me fais pas prendre au piège de pointer, d'avoir des discours. Vous voyez bien la mesure de mon interpellation aux députés, qui est une interpellation sincère. Je leur dis, vous prenez une responsabilité d'un monde du travail qui va se déconnecter encore plus du politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 réalités parallèles. On ne peut pas avoir une réalité parallèle d'un monde politique qui finalement gère les choses d'un point de vue politique, et c'est ça le vice de départ, c'est quand même ce compromis politique qui a été cherché au détriment du compromis social, et de l'autre côté, autant de gens qui travaillent. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillent. Il y a un très bon article ce matin de Jean-Hervé Lorenzi qui explique que il n'y a pas de France des flemmards. Il n'y a pas de France des flemmards. Il y a une France de gens qui sont investis dans leur boulot et qui y vont tous les matins dans des conditions qui ne sont pas toujours très simples, dont on a oublié qui ils étaient. Et donc ça peut pas. Je leur dis juste qu'il ne faut pas accentuer cette cassure et que le rejet de cette réforme, pour en faire une autre, je le dis, pour en faire une autre réforme des retraites, pour un système plus juste. Vous dites pas ensuite on sera opposé à toute réforme. Mais bien sûr que non. Vous étiez d'ailleurs favorable à la réforme des retraites telle qu'Emmanuel Macron l'a souhaité au premier. C'est le rejet de cette réforme pour recoller un peu, pour reconnecter le fait politique. Laurent Berger, si le texte est le fruit d'un vote, est-ce que vous le respecterez? Mais qui ne respecterait pas un vote dans une démocratie? Qui ne respecterait pas un vote dans une démocratie? Qui aurait intérêt à ça? Donc la question n'est pas de ne pas le respecter. J'ai bien compris qu'il y avait un 49.3. Là, pour le coup, vous autorisez à estimer que ce texte ne sera pas légitime. Non, le 49.3, il fait peser un souci d'illégitimité sur ce texte, c'est une évidence. Ça reste une procédure légale. Vous savez, moi, je crois au droit et je crois au fait qu'on ait des règles collectives et qu'on se les applique. Ça sera moins légitime, mais ça ne sera pas illégal. C'est un vice démocratique, je l'ai dit, au sens
où toute la procédure, tout ce que je viens de vous décrire, finira par un 49-3. Et puis ce sera quand même la démonstration de la part du gouvernement que finalement il n'avait pas de majorité, alors que toute la construction de cette réforme et le bricolage Elisabeth de cette réforme, Bornière encore qui disait nous avons une majorité existe. Oui, Ou Emmanuel Macron qui dit on a une majorité forte. Jusqu'à demain, tout ça reste des mots. Ça reste un peu une partie de poker. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un vote, ça ne met pas fin au ressentiment des salariés. C'est-à-dire vous respecterez la démocratie, mais vous mettez en garde contre le ressentiment. Et d'ailleurs, demain, on ne fait pas le siège de l'Assemblée, comme vous l'avez dit. On va, avec les autres responsables des organisations syndicales... Avec tous les leaders syndicaux. Oui, expliquer, faire une dernière adresse aux parlementaires, pleine de respect, pour dire, écoutez, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Mais soyons clairs, ici, il y a un vote... Ça ne veut pas dire que demain, il y a un communiqué de l'intersyndicale, on se réunira, on décidera ce qu'on fera, mais on continuera à porter... On continuera, je vous le dis, à porter les réalités du monde du travail. C'est ça qu'on a réussi à faire. Enfin, on le soulignera encore longtemps, j'espère. On a réussi à porter les réalités du monde du travail dans sa grande diversité. Et encore aujourd'hui, les mobilisations qui vont avoir lieu et qui vont commencer dans quelques heures seront celles de salariés. Alors, ces mobilisations... seront celles de salariés du réel. Vous avez évoqué, Laurent Berger, certaines journées historiques depuis le début de la mobilisation. Celle d'aujourd'hui, elle risque de l'être nettement moins quand même, non ? Mais d'abord, on est un mercredi, mais on avait choisi la date de la CMP. Il y a une forme de, ça pèse sur le pouvoir d'achat. On n'est pas totalement. Vous partez déjà un peu défaitiste. Non, je pars pas défaitiste. Je dis les éléments, mais ça restera une grosse journée de mobilisation pour un mercredi. Donc, quand on fait une journée historique, on dit oui, mais ça change rien. Et en fait, on souligne à peine le côté de la plus grande mobilisation. Et quand il y a un peu moins de monde, on dit, vous voyez, il y a une pente descendante. Ce qu'il n'y a pas une pente descendante, le sondage qui a été présenté sur cette antenne le montre tout à l'heure, une opposition ferme et féroce à cette réforme. Notre sondage est là-bas. Et l'idée de ne pas en finir simplement par un vote. Les gens ne fonctionnent pas par séquence. C'est fini. Les gens estiment qu'il faudra continuer la mobilisation, y compris après. En tout cas, il y a un appel à poursuivre le fait de porter les revendications du monde du travail et à le faire qu'il soit respecté, ce qui n'a pas été dans ce qui permettrait peut-être de canaliser cette situation explosive, voilà l'expression de Philippe Martinez sur BFM TV hier soir. Est-ce que vous aussi, vous estimez que ces 48 heures, c'est l'aube d'une situation explosive? Moi, ce que je ressens, et j'étais encore dans une entreprise hier, parce qu'il faut aller voir ce qui se passe. Ce que je ressens, c'est qu'on est passé en janvier d'un processus de contestation d'une réforme, et on commence à monter dans un sentiment, un sentiment de ressentiment, voire de colère dans certaines têtes. Vous savez, vous me parliez du nombre de manifestants. Parfois, quand il y a moins de manifestants dans la rue, il y a plus de colère dans les têtes. Parce que c'est une forme de résignation que on le voit aussi. Oui, et puis on a le sentiment d'avoir été méprisé. Vous savez, le mépris, on s'en relève. C'est comme l'humiliation, on s'en relève pas facilement. Et moi, je crois qu'il y a le monde du travail a le sentiment d'avoir été méprisé, y compris parce que on commence à nous parler des séquences d'après, on travaillera sur le travail, sur je ne sais quoi, puis vous viendrez aux réunions. On n'a pas été reçus pendant 2 mois. Vous vous êtes senti méprisé, humilié? Non, mais personnellement, non, parce que c'est pas le sujet en fait. Mais le monde du travail, ceux qui manifestaient, oui, par la réponse la semaine dernière du président de la République au courrier qu'on lui a adressé, je peux vous le dire, dans les cortèges, on a beaucoup entendu ça. Laurent Berger, vous vous êtes adressé à nos confrères allemands du journal le Frankfurter Allgemeine Zeitung et vous leur avez confié aussi les échanges que vous aviez eus avec Emmanuel Macron depuis sa réélection. Macron m'a remercié et m'a dit qu'il me devait beaucoup parce que vous faisiez partie de ceux qui ont dit que vous ne voteriez pas Marine Le Pen. Mais tu ne me dois rien, lui ai-je rétorqué, tu dois en revanche au pays de l'apaiser et de le réconcilier. C'était un vote contre Madame Le Pen, mais pas une adhésion à ton programme. Et si vous me demandez si je préfère la retraite, là vous vous adressez aux journalistes, si vous me demandez si je préfère la retraite à 65 ans à Madame Le Pen au pouvoir, alors je vous répondrai sans état d'âme que oui, mais Monsieur Macron n'a pas été élu pour augmenter l'âge de la retraite. Vous ajoutez d'ailleurs que vous estimez qu'il manque de colonne vertébrale, qu'il a l'arrogance française et qu'au fond, avec lui, vous ne savez jamais véritablement ce qu'il pense. Est-ce qu'en effet vous avez tenu ces propos? Vous résumez des propos... C'est des mots que vous avez prononcés. Je peux vous le dire, c'est ce que vous dites au début sur la réforme, le fait que les gens n'ont pas été élus, Monsieur Macron n'a pas été élu sur les 65 ans, mais élu contre Madame Le Pen, sur le fait que la CFDT, dès le soir du premier tour, puis ensuite dans différentes tribunes, y compris une avec Philippe Martinez, on expliquait qu'il fallait pas Madame Le Pen au pouvoir. Oui, j'assume, je le dis, je l'ai même dit le lendemain de l'élection dans une tribune au Monde, en disant ça ne vous donne pas mandat. Mais quand vous le dites à lui.
Quand vous dites à Emmanuel Macron, Laurent Berger, quand vous lui dites « tu ne me dois rien mais tu dois au pays », mais bien sûr que personne ne doit rien, il a été élu, j'ai pas le problème avec ça. Ça veut simplement, c'est les conditions de l'élection. C'est ça dont il est question, les conditions de l'élection, qui sont face, pour la deuxième fois malheureusement, une candidate de Rassemblement National dont on rejette tout. Que ce soit sur la question sociale, sur la question de la conception de la France, de l'ouverture, etc., on rejette tout. Eh bien, ça ne donnait pas un chèque en blanc pour essayer de faire cette réforme contre le monde du travail après la pandémie. C'est ça que je lui dis. Mais je lui ai dit, je le lis dans une tribune que vous irez rechercher, dès le lendemain de l'élection présidentielle, dans une tribune au Monde. Et ensuite, oui, je crois que cette réforme, elle a été faite sans tenir compte du moment dans lequel on était, du moment dans le monde du travail post-pandémique où les gens avaient beaucoup donné et ont eu le sentiment de ne pas avoir la reconnaissance. Et vous faites partie de ceux qui sont inquiets aussi des conséquences pour le pays de cette dissonance entre les décisions gouvernementales et l'état d'esprit du pays. La question de la grève des éboueurs, elle est assez symptomatique depuis plusieurs jours. Des déchets s'accumulent à la fois dans les rues de Paris mais d'autres villes de France. Et hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit avoir appelé la maire de Paris, Anne Hidalgo, en lui mettant la pression, en lui disant voilà, soit vous faites appel aux réquisitions, soit je le ferai. Qu'en pensez-vous? Est-ce une manière de casser la grève ou est-ce que finalement vous comprenez cette décision? Non, je la comprends pas. Je vais dire en 3 points ce que je pense de cette situation. 1, personne ne nie le désagrément pour les Parisiens et les Parisiennes, pas que les Parisiens et les Parisiennes, hein, si je peux me permettre. Hein. Il y a d'autres endroits. C'est pour ça que j'ai dit, il y a tout à fait, il y a plein d'autres villes. Donc il y a Le Havre, il y a Bordeaux. Personne ne nie le désagrément. Voilà, c'est pas agréable. Deuxième point, c'est qu'on est en train d'en faire un objet politique, alors que c'est une question sociale. Parce que mon 3e point, c'est quoi? C'est pendant le confinement, quand vous étiez à Paris, que vous étiez chez vous, que vous produisiez plus de déchets parce que vous étiez toute la journée chez vous, avec vos enfants, eh bien vous étiez bien content que les poubelles que vous sortiez le soir, elles soient ramassées. Elles étaient ramassées par qui? Par ces travailleurs et ces travailleuses. Beaucoup de ces travailleurs, beaucoup issus d'ailleurs, je le dis pour une part, de l'immigration, qui sont jusqu'à 62 ans aujourd'hui, excusez-moi l'expression, au cul d'un camion à ramasser dans des conditions assez désagréables. Parfois avec des coups de klaxon de ceux dont ils ramassent les déchets, parce que ça va pas assez vite, etc., pour se faire engueuler. Parfois avec aussi pas mal d'incivilités qui peuvent exister pour qu'on balance, parce qu'il y aura bien quelqu'un qui ramassera les papiers sur le trottoir. Je le dis, ça peut pas aujourd'hui, après les avoir applaudis, après avoir considéré qu'ils étaient là, avoir des discours qu'on entend parfois sur certains plateaux en disant « ouais, mais enfin, ils sont quand même un peu privilégiés, etc. » Eh bien, que les gens qui disent ça aillent faire ce boulot-là et qu'ils envoient leurs gosses faire ce boulot-là dans les années à venir. Est-ce le rôle du ministre de l'Intérieur aujourd'hui d'abord, il faut considérer que ces gens vivent mal, ces travailleurs. Et la CVT est à l'aise, elle n'est pas implantée en tant que telle dans le secteur du nettoyage à Paris. Donc vous en parlez en toute objectivité. Je le dis. Les conditions, le ressenti de ces salariés sur les 2 ans de plus dans leur carrière, il est brutal. Ensuite, il faut trouver une solution. La solution, si on était un peu simpliste, et permettez-moi de temps en temps de l'être, c'est quand même qu'ils contestent quoi? Une réforme des retraites. Le fait de devoir travailler 2 ans de plus. Ça se regarde quand même, les conséquences pour eux, on ne peut pas les passer sous silence. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au lieu de répondre par la réquisition, ils auraient dû répondre sur le fond en disant on va tenir compte. Non mais moi, vous savez, le politique, c'est dire des mots et regarder comment ces mots, ils se transforment en action. Monsieur Darmanin, vous faites comment? C'est ça la question qu'il faut poser ce matin. Vous faites comment pour réquisitionner des gens? Vous allez chercher un par un? Il en faut 3000 pour nettoyer pour faire le ramassage des déchets à Paris. Vous allez chercher chacun chez eux. C'est pas dans le 16e que vous allez les chercher. Hein. C'est en banlieue. Hein. Il va falloir aller les chercher. Comment vous allez faire? Donc arrêtez de faire donc, d'un objet politique. C'est la démonstration supplémentaire que sur ce sujet des retraites, on a voulu en faire un objet politique avant d'en faire un objet du travail, de la vie concrète des gens, de leur façon dont ils travaillent, dont ils sont parfois cassés par leur travail, y compris physiquement, et on veut leur dire écoutez, vous nous faites chier, excusez-moi le terme, mais maintenant vous allez vous remettre au boulot parce que nous on va circuler peinard et sans poubelle qui traîne dans les rues de Paris, ce qui, je le répète, est désagréable. C'est
C'est pas comme ça qu'il faut prendre les affaires. Il faut arrêter de tout politiser au mauvais sens du terme. Il faut peut-être un peu prendre en compte les réalités sociales, y compris de ces travailleurs-là. Un dernier mot, Laurent Berger. Ce matin sur RMC, j'ai eu 2 auditeurs au bord des larmes parce qu'ils réalisaient ou pensaient réaliser que leur premier contrat, ayant été un contrat d'apprentissage, n'allait pas être pris en compte. Ils disaient, moi j'ai commencé à travailler à 14 ans pour l'un, à 16 ans pour l'autre, et tout d'un coup je réalise que ce contrat ne valait rien. Est-ce le cas ou est-ce qu'on peut les rassurer au moins sur ce point? C'est clair, si vous êtes rentré en apprentissage post-réforme Touraine, qu'on avait négocié, je vous rappelle, qu'on avait concerté, qui n'avait pas fait l'objet de ces situations assez dramatiques qu'on est en train de traverser dans notre pays aujourd'hui, parce qu'il y avait une réelle discussion, une réelle concertation, si vous pouviez, votre période d'apprentissage compte. Post-2014, pas avant. Pourquoi la CFDT voulait un système universel des retraites et avait remis ça sur la table? C'est parce qu'on voulait que ces situations-là sont prises sur la table. Donc j'ai pas une bonne nouvelle pour ces personnes et je le regrette profondément. Mais s'ils ont été en période d'apprentissage, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit à un moment donné sur une antenne par la Première ministre, s'ils sont en période d'apprentissage, ils ont été en période d'apprentissage avant 2014. Cette période ne comptera pas. Et c'était le cas puisque ils sont déjà plus proches de la retraite que du début. Et je peux vous dire que tous les deux qu'on pourrait reconstruire pour le rendre beaucoup plus juste. C'est tout ce que le gouvernement n'a pas voulu. Et faire. Ils étaient dans une situation. Je recommande à ceux qui nous écoutent de réécouter ces 2 témoignages. Ils avaient véritablement la gorge nouée. Merci Laurent Berger d'avoir répondu à mes questions ce matin à l'aube donc de cette 8e journée de mobilisation et de cette journée aussi de commission mixte paritaire. Vous qui êtes secrétaire général de la CFDT. Une journée cruciale pour l'avenir du mouvement. Samedi, la mobilisation contre la réforme des retraites avait enregistré son niveau le plus bas. Un creux intervenu 4 jours après une affluence record lors des manifestations du 7 mars. Mais pour le secrétaire général de la CFDT, l'affluence de ce mercredi importe peu. Il faut qu'il y ait le maximum de monde. Mais vous savez, je crois qu'on a fait la démonstration qu'il y avait une grosse mobilisation contre cette réforme des retraites. La mobilisation sociale, c'est déjà une réussite. Ce qui est un échec, c'est la capacité d'écoute en face. L'objectif des syndicats, peser sur les derniers débats parlementaires. Ce mercredi, la commission mixte paritaire se réunit pour finaliser le texte avant un vote des 2 chambres du Parlement jeudi. Un scrutin pour lequel l'exécutif dispose d'une majorité, d'après Elisabeth Borne. Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet seulement. Un vote direct périlleux pour l'exécutif qui multiplie les négociations pour obtenir les voix des députés les Républicains. Faute de majorité absolue, le gouvernement pourrait utiliser le 49.3 pour faire adopter le texte sans vote. Voilà, de son côté, vous l'avez entendu, la 8e. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Il y aura des perturbations, je vais être très clair. Ce qu'on sait aujourd'hui, pour donner quelques indications concrètes pour la vie des Français, c'est qu'en Ile-de-France, à Paris, avec la RATP, on parlait des transports, justement, il y aura peu de perturbations. Le bus et le métro devraient fonctionner normalement. Il y aura des perturbations sur certaines lignes de RER.
À la SNCF, il y aura quelques perturbations. Aujourd'hui, on le sait, malheureusement, même ce mardi, ça n'est pas une situation normale. Ouais. C'est à peu près 2 TGV sur 3, un TER sur 2. Ça devrait être moins bien demain, plus dégradé demain. Mais c'est pas une journée noire demain? Non, je ne veux pas que ce soit une journée noire. Quand on a une galère et qu'on a son train annulé, on considère toujours que c'est une journée noire. Mais quand je regarde l'image d'ensemble, on ne sera pas dans des niveaux de perturbation dans les transports publics comme on a connu certains jours de mobilisation. Ce n'est pas ce que nous anticipons aujourd'hui. Enfin, dans le transport aérien, dont j'ai aussi la responsabilité, seulement sur l'aéroport d'Orly, on limite les choses, il y aura 20% de vols annulés demain, pas sur le grand aéroport parisien de Roissy et pas dans les grands aéroports. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance. Pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Ce n'est pas grâce à eux que la France va changer. Nous pouvons voir que durant les manifestations contre la réforme des retraites, des personnes font des danses, et chantent des chansons, et c'est inquiétant car si certains Français et Françaises continuent à faire ça, eh bien les chances de gagner contre le gouvernement sont très peu probables. Les images que vous voyez, Macron le voit aussi, et que pense-t-il à votre avis? Il va se dire que le peuple est ridicule, au vu de ce que nous voyons actuellement. En mai 68 ce n'était pas comme ça, nos anciens étaient plus courageux, c'était une paralysie totale de l'économie, ce qui a entraîné la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais comment peut-on accepter que de telles choses soient faites dans les manifestations, dans un mouvement où les Français sont censés montrer leur mécontentement? Je pense que ceux qui font des petites danses, n'ont pas encore assez subi de la part des élus. Le peuple français qui souffre et qui demande réparation, ne danse pas, et ne chante pas. Le vrai peuple, a faim, en a marre de devoir travailler, jusqu'à l'incapacité de profiter de la vie, de crever de faim et de toujours angoisser à l'idée de se dire s'ils vont avoir assez, pour nourrir leurs enfants à la fin du mois. En 1789, si les gens dansaient pour révolutionner la France, ça serait une toute autre vision que nous aurons du pays. France, pays de la Révolution, qui s'éteint, d'où l'on ne fait rien, pour la sauver. Que l'en restera-t-il de notre futur, celui de vos enfants, et de vos petits-enfants?
Je vais avoir 36 ans et je sens que c'est le moment. Ça y est, mon désir est clair. J'ai très envie d'avoir un chien. Vraiment, vraiment. Mais le problème, c'est que mon mec n'est pas encore très motivé. Il est pas contre, mais il a peur de l'engagement que ça représente. Le fait de le sortir 3 fois par jour, de devoir l'emmener partout, etc. En revanche, il veut des gosses. Voilà. Une flopée. Et moi, je lui dis, mais t'es conscient du fait qu'un gosse, c'est plus de taf et plus de merde à ramasser que 3 promenades par jour? Ça fait 3 ans que je veux un chien. Et dès que je le formule, on me répond « fais un enfant plutôt ». Oh, ça n'a rien à voir. Un chien, il crève au bout de 10 piges. Un enfant, normalement, c'est lui qui te voit crever. Un chien, il te saoule. Au pire, tu l'abandonnes sur l'autoroute. Un enfant, à ses 25 piges, c'est lui qui t'abandonne dans un EHPAD. Un chien, tu le sors. Un enfant aussi, mais pas par le même endroit. Un chien déchire tes fauteuils. Un enfant, ton périnée. Je continue ou pas? Non, ouais, non. Un chien bouffe tes chaussettes. Un enfant, ta vie. Voilà. Moi, quand j'étais petite, je pensais qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'aurais des enfants, une résidence secondaire et le permis. Eh bien non, je n'ai même pas de vélo. Enfin, pas encore. Oh, merci, vous êtes trop. Des gratte-ciel, une piscine futuriste, de gigantesques parcs. En 10 ans, l'ancien village olympique de Londres s'est transformé en luxueux quartier résidentiel. Faire de Londres 2012 un succès durable, telle était la promesse des organisateurs. Il y a 10 ans, cette piscine olympique accueillait les plus grands nageurs du monde. Désormais, des groupes scolaires ou encore des habitants du quartier. Car l'infrastructure, 88 millions d'euros d'investissement, a été reconvertie en piscine municipale, une seconde vie que les organisateurs avaient planifiée. On avait défini en amont ce qu'on voulait faire de cette piscine après les Jeux. On l'a donc conçue de manière à ce qu'elle puisse être transformée assez facilement en piscine municipale. On savait qu'obtenir les JO nous permettrait de financer ce projet-là bien plus rapidement. Mais les habitants du quartier attendaient plus qu'une belle piscine. Car les tours flambant neuves sont inabordables pour les locaux, comme Billy Holmes qui vit ici depuis 30 ans. Le verrou ne ferme pas. Si vous poussez la porte, vous pouvez rentrer chez moi. Problème d'isolation, humidité, son logement est indécent et son bailleur social aux abonnés absents. Pour Billy Holmes, l'impression de faire partie des oubliés des grandes promesses de 2012. J'étais fière que les Jeux Olympiques se tiennent chez nous, à Stratford. On nous avait dit qu'on en profiterait, mais finalement pas du tout. Les organisateurs avaient pourtant promis des logements neufs et accessibles aux petits revenus. Mais pour eux, pas question de dire qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Les logements, c'est un projet au long cours. Nous n'en sommes qu'à la moitié de la deuxième phase de développement sur 5 phases prévues en tout. Alors revenez dans quelques années, reposez-moi la question et on verra. 10 ans après l'événement qui avait mis Londres en lumière, l'héritage de ces Jeux fait encore débat et sonne comme un avertissement pour la France à la veille des JO de 2024. Face à une foule rassemblée devant le siège du principal parti d'opposition à Ankara, son nom est enfin prononcé. Après nos réunions, il est de ma responsabilité d'annoncer notre décision. Kemal Kılıçdaroğlu est notre candidat à la présidence. Après des jours d'indécision, Kemal Kılıçdaroğlu était présenté ce lundi par la coalition d'opposition, qui rassemble 5 partis, pour être le candidat à l'élection présidentielle turque du 14 mai prochain. Cet ancien haut fonctionnaire de 74 ans est un fervent opposant du parti au pouvoir.
Il s'est fait connaître pour avoir dénoncé plusieurs affaires de corruption de membres de l'AKP. En 2017, son appel à contester le régime d'Erdogan avait réuni des centaines de milliers de personnes dans les rues. Kılıçdaroğlu souffre toutefois d'un manque de charisme face à l'actuel chef d'État, selon certains observateurs. Recep Tayyip Erdogan reste très populaire malgré la colère liée à la gestion du tremblement de terre et les impacts de la crise économique sur la population. Et le président actuel est déjà en campagne. Pendant la période électorale, la situation dans la région des tremblements de terre sera au centre de nos préoccupations. Nous nous concentrerons sur la compensation des pertes. Nous publierons un décret présidentiel dans les prochains jours pour que les gens puissent exercer leur droit de vote, même ceux qui ont déménagé dans une autre ville après les tremblements de terre du 6 février et qui ont changé de liste électorale. L'opposition a maintenant 10 semaines pour faire campagne et imposer l'image de son candidat face au poids lourd de l'AKP, au pouvoir depuis 20 ans. Comme un serpent qui se faufile, un soldat bien camouflé. Aussi visible que le fil qui va te servir à pêcher. Comme la bactérie si petite qui sait se faire oublier. Ou bien le dealer de shit qui passe entre les policiers. Attention, attention, les loups sont de retour. Des croix gammées en pendentif. Attention, attention, j'entends comme un bruit sourd. Sous les chemises, sous les soutifs. Attention, attention, ces hommes ont le pas lourd. C'est l'intolérance qui kiffe. Attention, attention, et j'appelle au secours. Plus d'arabes, plus de noirs, plus de juifs. Comme un virus microscopique, mais qui pourrait engendrer la pire des catastrophes éthiques si on le laissait entrer. Comme un score à 30% qui arriverait dans nos gueules et qui ferait couler le sang, il laisserait la France seule. Attention, attention, si vous lâchez les loups, cachée pour apaiser. Attention, attention, ils vont devenir fous. La fausse douceur pour nous baiser. Attention, attention, alors tenez le coup. Alors français n'aurait jamais. Attention, attention, ne leur donnez pas tout. La cage aux salauds déguisés. Comme une mine prête à sauter sur une plage où jouent des enfants. Une mine qu'ils ont posée il y a 75 ans.
Ils sont de retour aujourd'hui déguisés en républicains. Il y a Adolphe qui les suit, qui n'est jamais parti très loin. Attention, attention, barrez-leur le chemin. Avec Mein Kampf caché sous le bras. Attention, pensez à vos gamins. Ils avancent cachés comme des rats. Attention, les loups ne sont pas des chiens. Trop bronzés, trop maigres ou trop gras. Attention, Hitler n'est pas très loin. Si t'es pas comme eux, gare à toi. Les politiques habituelles qui existent n'ont rien donné si on vous lit. Vous ne croyez pas à la force des réseaux sociaux, ni même, dites-vous, au livre pour renverser la tendance. Alors qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Oui, enfin, en ce qui concerne les politiques, ils n'ont même pas essayé. Donc, c'est un peu normal qu'ils n'aient pas réussi. Hein. De ce point de vue-là, on ne peut pas les dédouaner quand même. Moi, je crois que quand on se demande, et on me l'a demandé souvent, quelle est l'action urgente à faire? C'est déjà une mauvaise question. Parce qu'on est encore dans une logique, effectivement, d'agir. Il faut impacter notre environnement, mais comme on est gentil, on voudrait l'impacter positivement. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est précisément de se demander où on veut aller. Actuellement, ce qu'on appelle croissance, c'est essentiellement de détruire un espace gorgé de vie et de le remplacer par un parking de supermarché. Ça, c'est littéralement parlant de la croissance. Si on le fait avec de l'énergie solaire, avec de l'énergie nucléaire ou avec de l'énergie éolienne, ça ne change rien. À la fin, on a effectivement détruit une forêt pour construire un espace bétonné. À la fin, la vie est morte. Ce qui est important donc, ce n'est pas de chercher à comprendre comment diminuer les externalités négatives, en l'occurrence les émissions de CO2. C'est de se demander si on souhaite effectivement éradiquer la forêt pour construire un supermarché. C'est ça la question fondamentale. Et ça, c'est une question axiologique, c'est-à-dire c'est une question de valeur. Et je crois que ce que nous pourrions faire d'extraordinairement plus efficace que de tenter effectivement d'acheter une voiture électrique qui va polluer peut-être 10% de moins que celle que nous avons aujourd'hui, c'est de nous demander pourquoi nous le faisons, de travailler les enjeux, les dessins, les destinations, et pas seulement les moyens d'atteindre les mêmes destinations. Donc plus qu'agir, c'est penser, c'est réfléchir au fond à nos façons de vivre, à nos modes de vie. Penser, c'est agir. Aujourd'hui, si vous voulez, l'activité politique consiste à essayer de faire la même chose en polluant un peu moins. Ça n'a absolument aucun intérêt parce que ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est à exterminer la vie. Aujourd'hui, la vie est considérée comme une ressource. Or, les ressources, on les utilise et on les use. Si on ne change pas de destination, le moyen par lequel on y arrive n'a aucune importance. À l'est de la Turquie, dans les montagnes du Munzur, le vent porte la légende et les exploits d'un homme qui incarne, chaque jour davantage, une utopie en marche. Et une forme de résistance dans le sultanat de fer d'Erdogan. Il sème des graines et des idées dans la terre et le cœur des hommes et des femmes qui la travaillent. Emrah, appelle Bilge et dis à Cihan d'apporter de l'eau. Ça y est, on manque d'eau et vous voulez déjà vous débiner, les gars? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Allez, continue de ramasser, toi aussi, tu viens. Fatih Mehmet Marşoglu est communiste, le seul et unique maire communiste de Turquie depuis que le Parti communiste turc, le TKP, a été autorisé en 2001. Un paradoxe, un clou dans les babouches des islamo-conservateurs. Dans ces montagnes désertées d'Anatolie, il a relancé une agriculture moribonde. En fait, ça faisait longtemps qu'on ne cultivait plus ici. Beaucoup de villageois sont partis à cause de la migration.
Il n'y a plus que des vieux ici. Mais après un long travail de labour, nous récoltons les haricots que nous avons semés. Aujourd'hui, c'est le temps de la récolte. Le haricot d'Ovaçik est devenu célèbre dans toute la Turquie depuis 3 ou 4 ans. Il est réputé pour son goût, sa saveur, et les gens l'adorent. Dans tout le pays, ça a créé un élan de sympathie pour nous. En 2014, au début de son mandat, on ne produisait plus que 25 tonnes de produits agricoles à Ovaçik. Une misère. Aujourd'hui, on en est à 600 tonnes. Une réussite et une fierté pour ce pépon anatolien qui n'a pas hésité à réquisitionner des terres. En fait, quand nous avons commencé, ces terres appartenaient à l'État. Quand nous avons décidé de les exploiter, nous avons eu des problèmes. On a subi des interrogatoires, on a eu des procès-verbaux. Mais au final, ils n'ont rien pu faire parce que le fruit de notre travail permettait d'aider les plus pauvres, les opprimés, les étudiants. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent ? Ovaçik est une bourgade kurde de 3000 habitants. Marşoğlu y applique depuis 5 ans un véritable programme populaire révolutionnaire qui l'a rendu célèbre à travers toute la Turquie. Dans son budget municipal, il a choisi d'instaurer la gratuité des transports ainsi que celle de l'eau. Les revenus tirés des récoltes sont redistribués aux familles les plus pauvres et aux étudiants sous forme de bourses. Petit pied de nez à la barbe d'autres édiles, le bilan comptable de l'équipe municipale est affiché à l'entrée de la mairie. Les portes et les comptes sont grands ouverts à ses administrés, ce que ses prédécesseurs se gardaient bien de faire. Dans ce paradis communiste, le voyageur peut même se désaltérer ou déjeuner dans un café au nom qui fleure bon la révolution. Quand il a cherché comment l'appeler, Deniz Yerlikaya n'a pas hésité longtemps. Cuba Café, c'était une évidence. Quand Marşoğlu a commencé à appliquer sa politique, la population a tout de suite adhéré. Personne ne pensait que les transports pourraient être gratuits, mais on a vu que c'était possible. La première année, les gens disaient que ça n'allait pas durer, mais ça fait maintenant 5 ans et ça n'a pas impacté les comptes de la mairie. Ceux qui profitent de ces services voient ça comme un droit acquis. Le Cuba Café est le lieu de rendez-vous des étudiants et des sympathisants de Marşoğlu. Paradoxe, les fonctionnaires envoyés par le pouvoir central s'y sentent aussi très bien. Ces séides d'Erdogan, policiers et militaires chargés de surveiller cette minuscule commune sont 600. C'est considérable. À vrai dire, la présence militaire n'est pas propre uniquement à Ovaçik ni à la région. La situation concerne toute l'Anatolie de l'Est et du Sud-Est, car on est quand même dans une zone en guerre. Cette partie de l'Anatolie est en effet considérée comme très sensible par le pouvoir turc, car ces montagnes servent encore de base arrière pour des combattants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ils sont encore environ 10 000 et Erdogan fait tout pour les éradiquer. Pour pénétrer dans les différentes villes des environs, il faut passer plusieurs checkpoints et montrer patte blanche. Peuplée en majorité de Kurdes alévis et d'Arméniens, la région a toujours été rebelle au pouvoir central. Elle en a souvent payé le prix. Les massacres de 1938, ordonnés par l'État turc, les villages incendiés dans les années 90 ou vidés de leurs habitants aujourd'hui par l'armée, s'inscrivent dans une logique de contrôle absolu.
Mais à Ovacik, le maire rouge fait comme si de rien n'était. Il n'est pas suspect de terrorisme, il n'a pas participé à la récente tentative de coup d'État. Il continue donc, pierre après pierre, à bâtir sa commune révolutionnaire. Il a créé une assemblée du peuple où tous les habitants envoient au chapitre pour définir l'ordre du jour, débattre et voter les décisions concernant la gestion municipale. Mes amis, il faut savoir que l'eau de notre vallée, qui contribue à sa beauté et nous amène des touristes, eh bien cette eau est aujourd'hui menacée par des gens qui veulent en tirer profit. Et ils ne vont plus permettre qu'elle coule totalement librement. Ils vont se servir de cette eau. Que chaque goutte d'eau qui coule leur rapporte de l'argent. Mais moi je pense que chacun d'entre nous doit s'y opposer. Un projet de barrage menace en effet l'équilibre de la vallée. Ovacik a toujours été un lieu de pèlerinage en Turquie, grâce à la source du Munzur qui alimente la rivière et qui est considérée comme sacrée dans le rite Alevi. Les gens viennent s'y recueillir, pique-niquer, oublier les tensions avec l'armée ou la crise économique. Les nombreux touristes terminent tous leur circuit par un passage à l'hôtel de ville pour rencontrer l'autre célébrité de la ville, son maire. Ce groupe d'Istanbul est venu spécialement pour se faire dédicacer son livre « Le leader communiste » et boire, après l'eau de la source, les paroles de ce rêveur tenace. L'utopie est une princesse et on va aller la chercher. On n'a pas d'autre choix. Il faut se battre pour ça. Il faut aller au bout de ses rêves. Quand on a commencé à Ovacik avec mon équipe, il y avait 600 familles pauvres et une centaine de demandes de bourse. Et on ne pouvait satisfaire que 25 personnes. Ne pas pouvoir donner aux 75 autres, ça nous pesait vraiment sur la conscience. Et on aurait pu penser qu'on en favorisait certains. Du coup, des camarades en Europe ont organisé une soirée et ils ont récolté 40 000 € qu'ils nous ont donnés. Avec cet argent, on a acheté des semences qu'on a pu distribuer gratuitement aux villageois avec de l'essence. C'est ainsi que tout a commencé. C'était il y a 5 ans et depuis, la petite commune n'a cessé de progresser socialement. Je voulais rencontrer ce maire qui est exemplaire pour me rendre compte que c'est bien vrai, que ce qu'il fait sur le terrain est bien réel. Alors que malheureusement, avec les dirigeants au pouvoir, ce n'est pas le cas. Et puis je voulais rencontrer cet homme qui a une très belle âme. C'est le seul maire communiste de Turquie, le seul en poste. Je voulais venir le voir et aussi acheter des produits locaux pour pouvoir soutenir la région. Pour relancer la production agricole, Fatih Mehmet Marchoglou a créé des coopératives et organisé la vente directe des produits locaux. Haricots, pois chiches et miel sur Internet, dans les boutiques du village comme celle-ci, et même jusqu'à Istanbul et Ankara. Le tout avec des slogans épatants comme « Mangez du miel d'Ovacik et vous deviendrez communiste ». Oui, c'est bien vrai. Mais ce n'est pas seulement en mangeant notre miel. Tout l'air que tu respires ici pourrait bien te rendre communiste. L'automne touche à sa fin. Les premières neiges recouvrent les sommets. Inan a vu ces montagnes se vider de ses hommes. Il est aujourd'hui le témoin d'une renaissance. Je suis né et j'ai grandi ici. Avec la migration vers les villes, l'agriculture était presque morte. Je me souviens que nous n'étions plus que quelques paysans ici, seulement 4 familles à vivre là-haut. On ne produisait plus rien. Quand l'équipe de Marchoglou est venue cultiver des terres ici, on a pu vendre nos produits grâce à eux. Et on a commencé à gagner de l'argent. Aujourd'hui, environ 70 producteurs ont signé des contrats avec Ovacik et 90 familles vivent ici.
La politique de Marçoğlu est claire. Il s'occupe du peuple. Il fait partie du peuple. Depuis toujours, il s'occupe des enfants, des jeunes, des villageois. Il est très constructif. Février 2019. L'hiver s'étire, interminable, dans les montagnes du Munzur. Si la terre se repose, un homme poursuit sa quête inlassablement. Les élections municipales ont lieu dans un mois dans toute la Turquie, et ce matin, un convoi a pris la route. Marçoğlu est en campagne. Il est candidat. Mais plus Ovacik, il vise Tunceli, la plus grosse ville de la région. En fait, le parti m'a demandé d'être candidat pour la ville de Tunceli. Ils m'ont dit qu'il fallait que je poursuive ma mission là-bas. Ce que je vais essayer de faire, c'est de regrouper les 7 villages qui sont rattachés à la ville de Tunceli pour produire ensemble, gouverner ensemble. Le but, c'est de créer un modèle et ensuite de le reproduire dans différentes villes, dans différentes régions en Turquie. Nous sommes bien organisés et on pense qu'on a toutes les chances de gagner. Premier jour de campagne, le convoi arrive à Ozat, une bourgade près de Tunceli, pour le premier meeting. Pour sa deuxième campagne municipale, Marçoğlu a choisi de mettre en avant la place et le rôle des femmes dans son modèle de société. Ce qui détonne dans la classe politique turque, toujours très machiste. Des policiers en civil, disséminés dans la foule, filment les militants et le discours. Si le peuple commence à s'autogérer, soyez-en certains, l'espace des capitalistes va se réduire. Les femmes doivent prendre plus de place sur leur lieu de travail. Elles doivent prendre plus de place dans les administrations locales, plus de place dans les conseils municipaux. Dès qu'une femme dirige, le monde se porte mieux. Si on se serre les coudes, ces gens-là vont quitter le pays. Ils s'en iront, soyez-en sûrs, ils s'en iront. Parce que nous leur retirerons leurs jouets des mains, nous récupérerons la production, ils s'en iront car nous leur prendrons l'argent, on va les rendre malheureux. Je vous remercie, portez-vous bien. Bonjour, comment vas-tu? Tout va bien? Oui, ça va. Tu parles Zazaki, toi? Oui, oui. Je suis pas dans la tête d'Erdogan, moi. Est-ce qu'il va laisser passer une chose pareille? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui sont contre lui encourent un risque. Nous sommes totalement contre lui. On est des socialistes. Eux, ils servent le capitalisme, l'impérialisme. Nous servons la cause des pauvres et des opprimés, et de l'écologie. C'est pourquoi il peut toujours y avoir un risque. Mais nous, les risques, on s'en fout. On est là pour le peuple. Tunceli, 33 000 habitants, niché au fond de la vallée, est surplombé par 4 postes militaires. Le taux de chômage y est de 63%.
Le défi relevé par Marchoglu est énorme. Tunceli est 10 fois plus grand que Kovačić. C'est surtout le fief du HDP, le parti politique légal des Kurdes. Il a remporté haut la main les 2 dernières municipales, mais Erdogan a balayé à chaque fois les résultats du vote, jeté les maires en prison et nommé des administrateurs à leur place. Tunceli est dans la ligne de mire du pouvoir. Ici, on est dans une ville et une région où l'économie est moribonde. Tous les jeunes attendent d'être rappelés par l'Agence pour l'emploi. Les gens ont faim. Ils sont dans la misère. Mais concernant les élections, le HDP est en avance et on va gagner très largement. Pour faire mentir les pronostics, Marchoglu mène sa campagne au pas de course. On commence par ici et on revient par là après. Il ratisse les rues de Tunceli à la rencontre des commerçants, des jeunes. Chaque voix compte. Bonjour chef. Comment vas-tu? Samedi après-midi, ouverture de notre bureau. Si vous êtes disponible, vous êtes nos invités. Toi, tu es en train de perdre. Salut, comment tu vas? Allez, portez-vous tous bien. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Allez, cours, cours. Bonjour à tous. Samedi à midi, ouverture de notre QG. On vous attend nombreux. Eh, bon courage, portez-vous bien. Comment ça va les jeunes? C'est bien, vous êtes souriants, épanouis. On veut prendre une photo? Ok, mais vite, vite alors. Quelqu'un peut prendre la photo? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'interdiction de retourner dans nos villages. Si je ne peux pas rentrer chez moi librement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a plus d'élevage, plus de production. J'ai payé un tracteur 35 000 €, il est cloué devant chez moi. J'ai 80 hectares de terre. Pourquoi je ne peux pas en profiter? Honnêtement, s'ils ne lui mettent pas des bâtons dans les roues, Marchoglu pourra changer la situation. Tu ne crois pas? Nous voulons vraiment que les choses changent avec les élections. Il mérite de gagner. J'espère qu'il va nous apporter la paix. Pour son premier grand meeting à Tunceli, Marchoglu soigne son électorat et son identité kurde et alévi. Au menu, rire, danse et musique traditionnelle. J'appelle sur scène Fatih Mehmet Marchoglu. Les policiers aussi sont venus en nombre filmer le trublion communiste. Nous allons construire un nouveau modèle, ici, à Tunceli, qui sera un modèle pour le monde et un modèle pour la Turquie. C'est vous qui déciderez, c'est vous qui aurez la parole et le pouvoir. Nous, voilà ce que nous allons faire. 1. Ne jamais mentir au peuple. 2. Pas de discrimination. Et 3. Nous allons continuer notre combat contre ceux qui œuvrent pour l'obscurantisme dans cette région. Alors je vous demande, à vous tous, de mettre la main sur l'épaule de votre camarade. C'est le jour J. Dans toute la Turquie, les électeurs se déplacent dans les écoles pour élire leur maire. Pour Marchoglu, c'est l'heure de vérité. Ah, pas de commentaires sur le vote avant 16 h.
Oui, merci beaucoup, on se rappelle. Ouais, les amis, dans le bureau numéro 10, on a 87 voix et le HDP 51. Les autres sont largués. 36 voix d'avance, c'est beaucoup. Hein. Vous allez voir, on sera peut-être pas premier dans 5 ou 10 bureaux, mais le reste, ce sera pour nous. Il y a combien de bureaux en tout? 76? Allez, on en enlève 16, je pense qu'on va en gagner 60. Dans cette école, des dizaines d'enfants afghans. Leurs familles ont trouvé refuge au Pakistan après que les talibans ont pris le pouvoir dans leur pays il y a 18 mois. Zeba Hussain est la fondatrice de cette ONG qui scolarise les enfants les plus démunis et marginalisés. Elle met un point d'honneur à ouvrir ses portes aux élèves afghans, parmi lesquels de nombreuses filles, comme ses 3 sœurs qui ont fui le régime taliban avec leurs parents et qui sont sans papier au Pakistan. Notre pays est le seul comme ça. Je me sens mal. Nous sommes ici et nous voyons que tout le monde a le droit à l'éducation, a le droit d'aller à l'école. Mais notre pays à nous est détruit et les écoles ont été fermées. Plus d'1,5 million de réfugiés afghans sont sans papier au Pakistan. Impossible pour eux d'avoir accès aux écoles publiques, gratuites. Leur seule option est cette école gérée par Zeba Hussain. Notre école est ouverte à tous ceux qui veulent étudier. Je ne me soucie pas de la race, de la religion, du statut ou de quoi que ce soit d'autre. Donc c'est vraiment une école humanitaire. Parce qu'en ce moment, ces enfants ont besoin d'éducation. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de sociabiliser. Ils devraient pouvoir être heureux. Ils ne veulent pas être isolés. Comme de nombreux enfants scolarisés ici, Natacha et ses sœurs vivent dans le plus grand dénuement. Depuis qu'elles sont exilées, elles doivent travailler pour soutenir leur famille. Chaque fin d'après-midi, les sœurs passent plusieurs heures devant ce temple soufi. Elles vendent des sachets de pétales de rose aux pèlerins contre quelques roupies. La présence de ces adolescentes sans chaperon est très mal perçue dans la société pakistanaise patriarcale et très conservatrice. Les hommes ici ne leur accordent aucun respect. Je me sens vraiment mal ici. Les gens ne me regardent pas comme si j'étais une fille comme les autres. Les hommes ici m'embêtent aussi beaucoup et font des commentaires humiliants. Ils disent les filles afghanes ceci, les filles afghanes cela. Ça me donne envie d'en finir avec la vie. De nombreux réfugiés afghans se sont installés au sud d'Islamabad, où la vie est moins chère. Certains ont même créé des centres d'apprentissage privés comme celui-ci. Les cours sont mixtes, les collégiennes et lycéennes sont nombreuses, chose impensable sous le régime taliban en Afghanistan. Les élèves apprennent ici l'anglais avec l'espoir de pouvoir obtenir un jour un visa pour l'Europe ou l'Amérique du Nord. Buddy, what's your favorite country in the world? My favorite country is Canada because the country is very beautiful. Would you like to visit Canada one day? Yes. Okay, very good. Je suis heureux de voir mes étudiants afghans qui viennent dans cet institut et qui apprennent quelque chose. Je leur rappelle toujours qu'en Afghanistan, les filles n'ont pas le droit à l'éducation et qu'elles sont avides de ce genre d'opportunités.
Je leur dis, vous avez cette opportunité, essayez de l'utiliser. Je me sens si heureuse. Ici, je peux poursuivre mes études. Pericher étudie à nouveau après avoir passé 1 an et demi à Kaboul, privée d'éducation. C'est pour elle, surtout, que sa mère, femme de ménage, a pris la difficile décision de migrer au Pakistan malgré leur précarité. J'ai pensé que Kaboul n'était plus un bon endroit pour nous. Et si mes enfants finissaient illettrés comme moi ou leur père, nous devions immigrer quelque part pour qu'ils puissent étudier et où leur avenir serait meilleur. C'est un lourd fardeau, mais les gens sont capables de tout faire pour leurs enfants. L'intégration pour les réfugiés afghans au Pakistan est cependant un défi. Très peu d'entre eux parviennent à obtenir un statut de réfugié et à accéder à des emplois qualifiés. Les 3 alliés se sont donné rendez-vous dans la base navale de San Diego. En Californie, Joe Biden, Rishi Sunak et Anthony Albanese ont dévoilé au monde leur ambitieux programme commun en matière de sous-marins. Cette alliance porte un nom. AUKUS. C'est un nom original, mais un accord puissant. Vous savez, quand nos pays ont annoncé ce partenariat il y a 18 mois, je ne suis pas du tout sûr que beaucoup de gens pensaient que l'on ferait autant de progrès, et surtout à cette vitesse. Ce partenariat s'effectuera en 3 étapes. D'abord, l'achat par Canberra de 3 sous-marins américains Virginia à propulsion nucléaire, avec la possibilité d'en commander 2 autres, si nécessaire. Des engins de haute technologie qui transportent des missiles de croisière très sophistiqués, mais que l'Australie n'a jamais utilisés. Ce sera la 2e phase, celle d'adaptation au nouveau matériel militaire, avant la 3e et l'ultime, le lancement d'un nouveau sous-marin de pointe, associant les 3 pays. Le Premier ministre australien l'assure, ce contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars, le plus grand investissement de défense de l'histoire de son pays, va créer 20 000 emplois et surtout protéger l'Australie. Car ces armes de dissuasion visent avant tout à lutter contre l'influence grandissante de la Chine dans l'Indo-Pacifique. L'objectif à terme, que plusieurs sous-marins britanniques et américains soient positionnés dans la région. Sans surprise, Pékin a vivement critiqué cette alliance tripartite. Nous réclamons aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à l'Australie d'abandonner cette mentalité de guerre froide, de respecter leurs obligations internationales et de contribuer à la paix et à la stabilité régionale. Ce nouveau partenariat stratégique ne fait pas que des heureux, à commencer par la France. Car Paris devait initialement vendre 12 sous-marins à Canberra avant sa volte-face de 2021, un camouflet diplomatique de taille, à l'époque, pour Emmanuel Macron. Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On le disait à l'instant, dans la presse, les réactions à la tempête qui secoue la finance mondiale après la faillite en fin de semaine dernière de la banque américaine Silicon Valley Bank, un établissement très prisé des startups et des investisseurs californiens. La faillite de cette banque, la plus importante depuis 2008, fait ressurgir le spectre d'une crise mondiale. Et évidemment, la question ce matin, c'est à qui la faute? Pour le quotidien économique français, Les Échos, ce qui se passe aujourd'hui montre que les mécanismes créés après la faillite de Lehman Brothers en 2008 sont en réalité inopérants, car certaines banques jugées trop petites pour être systémiques, comme la SVB, ont été sorties des radars des autorités de supervision. Autrement dit, un trou dans la raquette, encore élargi d'après le journal par l'assouplissement de la législation sous Donald Trump en 2018. En Suisse, la mère patrie du système bancaire, le temps dédramatise ou minimise, c'est selon, on verra bien dans les jours à venir, ces secousses des marchés en évoquant surtout le dilemme des banques centrales en général et de la Fed en particulier, soit en faire trop, quitte à provoquer une récession pour maîtriser l'inflation avec une hausse des taux, soit pas assez, au risque de laisser le renchérissement s'emballer. Le Temps, vous le voyez, qui propose aussi ce matin un très beau reportage sur l'amour au temps des intégrismes en Irak, on y reviendra dans un instant. Dans une tribune, pour revenir sur ce dont vous parliez à l'instant, publié par The Guardian, Joseph Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie, affirme que la faillite de SVB était prévisible. Pour l'économiste et prix Nobel effectivement américain, ce qui est en train de se produire n'est que la répétition d'une histoire familière, une affaire qui montre
comme en 2008, que la politique économique et la régulation financière sont insuffisantes. Joseph Stiglitz en appelle donc à une réglementation plus stricte pour garantir la sécurité de toutes les banques et demande à ce que le coût de cette crise soit d'abord supporté par ceux qui en profitent le plus, c'est-à-dire les particuliers et les entreprises fortunées et ceux qui dépendent le plus du système bancaire. Plus de régulation, c'est aussi ce que demande Elizabeth Warren, sénatrice démocrate, dont la tribune est publiée par le New York Times. Dans ce texte, l'ancienne candidate à la présidentielle va même plus loin et elle demande carrément un vote du Congrès pour autoriser les régulateurs à récupérer les salaires et les primes versées auparavant aux dirigeants des entreprises, des banques en faillite, ainsi qu'une enquête pour déterminer si certains d'entre eux se sont rendus coupables de délits d'initiés ou d'autres manquements à la loi. Ici, en France, la grève des éboueurs mobilisés contre la réforme des retraites se poursuit, et notamment ici à Paris. D'après nos confrères de France Info, près de 5600 tonnes de déchets se sont accumulées ces derniers jours sur les trottoirs de la capitale, suite donc à cette mobilisation des éboueurs qui touche aussi d'autres villes françaises comme Nantes et Le Havre. Dans la capitale, la situation diffère cependant selon les quartiers, les arrondissements les plus touchés étant ceux où la collecte des déchets est faite par des agents municipaux, comme les très chics 16e et 17e arrondissements que vous connaissez bien, Pauline. Je confirme. Interrogés par Libération, les salariés de Suez et des agents de la ville de Paris qui bloquent depuis plus d'une semaine l'incinérateur d'Ivry, c'est dans le sud de Paris, se disent déterminés à ce que la pénibilité de leur métier soit enfin reconnue. Ils racontent les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien. Daouda, 49 ans, dit qu'il ne sait pas si le gouvernement comprend que les éboueurs meurent avant les autres et qu'ils ont une durée de vie limitée, je le cite, notamment à cause des émanations. Libération, Hélène, qui revient aussi ce matin sur un tout autre sujet, un conflit largement passé sous silence, la guerre du Tigré qui a vu s'affronter pendant 2 ans les troupes gouvernementales et les rebelles de cette région du nord de l'Éthiopie. Après 2 ans d'un conflit qui aurait fait près de 600 000 morts selon certaines estimations, Libé raconte comment la vie reprend tant bien que mal depuis la signature en novembre dernier d'un cessez-le-feu entre les rebelles et le gouvernement fédéral éthiopien. D'après Libération, le processus de paix bute toujours sur l'absence de justice pour les crimes qui ont été commis contre les civils, victimes notamment de massacres et de viols de masse pendant la guerre, mais aussi le retour incertain des déplacés comme cette jeune femme que le quotidien a rencontrée dans un camp de Mekele, c'est la capitale du Tigré. Des circonstances, on l'entend, troubles et difficiles qui n'empêchent pas les leaders occidentaux, au grand regret de Libération, de refaire la cour au président éthiopien Abiy Ahmed pour éviter que la prometteuse économie éthiopienne ne tombe entre les mains des Chinois. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. La guerre, heureusement, n'empêche pas l'amour et c'est donc l'objet de ce très beau reportage que j'évoquais à l'instant du temps s'aimer à Bagdad quand on a 20 ans, envers et contre tous. Le quotidien suisse est allé à la rencontre de jeunes Irakiens qui sont nés au moment de l'intervention américaine en 2003, des jeunes gens qui ont vécu donc les violences de la guerre, mais également du patriarcat, des normes patriarcales. Le temps raconte notamment la belle histoire de Jaï, divorcé après un premier mariage arrangé et qui est tombé ensuite fou amoureux de Mena, féministe revendiquée, une jeune femme dont il a réussi à convaincre son père de lui accorder sa main, de la laisser l'épouser. Je lui ai dit entre 4 yeux, votre fille est féministe et indépendante, elle a des tatouages et elle est athée. Elle ne sera donc pas une épouse docile. Vous savez très bien qu'aucun homme ne la mariera jamais dans ce pays. Moi, si. Je souhaite justement l'épouser pour ce qu'elle est, comme c'est beau. L'amour plus fort que tout, c'est à voir et à lire aussi du côté du Monde, qui publie plusieurs clichés de la série Familia, réalisée par Oksana Yushko. Cette photographe ukrainienne a commencé ce travail en 2014, au moment de l'annexion de la guerre en Crimée. Elle a commencé cette série avec ses parents. Il est ukrainien, elle russe. Et évidemment, son travail a pris une toute autre dimension avec l'invasion de la Russie 8 ans plus tard. Toujours à la rubrique photo, Pauline, je vous propose de jeter
Aussi ainsi la LOPS qui revient sur l'organisation du concours le plus étonnant de l'année, sans doute le concours du mollusque de l'année, qui a pour but de mettre en lumière ces animaux souvent mal connus. Et c'est l'occasion vraiment de découvrir des bestioles totalement fascinants, dont les noms latins sont tout aussi imprononçables. La bestiole qui gagnera ce concours remportera un séquençage complet de son génome, je vais y arriver, et je vous partage ma bestiole favorite, Micromelos undatus en latin, un escargot pas du tout comme les autres. Je pense qu'il va gagner, il est bien parti pour gagner. Je crois que c'est votre favori aussi. C'était mon favori aussi et je compte sur vous, Hélène, pour nous donner les résultats du concours. Merci beaucoup. J'ai une Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Moussa Mara. Il est ancien Premier ministre malien. Il est fondateur du parti Yelema. Il est en duplex avec nous depuis Bamako. Merci d'être avec nous. Merci, M. Perelman. Alors le 15 août dernier, les dernières forces françaises ont quitté le sol malien. Le Premier ministre de transition, Choguel Maïga, affirme que grâce au partenariat militaire avec la Russie, en un an, je le cite, la peur a changé de camp. Alors une question toute simple, est-ce que la situation sécuritaire au Mali est meilleure depuis la fin de l'opération Barkhane ? Ce qui est indéniable, c'est que les efforts en termes d'équipement, les efforts en termes d'action, d'initiative sont beaucoup plus importants pris par nos autorités que par le passé. Ça, c'est indéniable. Maintenant, en termes de sécurité, le plus important, c'est l'occupation de l'espace par l'administration, la présence de l'État, le retour des réfugiés, la réouverture des écoles. Et sur toutes ces questions, il y a des efforts à faire. Nous avons une station qu'on va dire plutôt stationnaire par rapport au passé. Et quand vous demandez nos compatriotes un peu partout sur le territoire, c'est ce qu'ils vous diront. Donc ça veut dire qu'il y a un mieux en termes d'initiative de nos forces de défense et de sécurité, mais l'impact en termes de sécurisation de la vie de nos compatriotes reste encore à démontrer. Alors, le Premier ministre, je le citais, affirme aussi qu'il a des preuves que la France a collaboré avec des groupes terroristes. Est-ce que, dans l'opinion malienne, il y a ce sentiment qui est là, que la France a soit collaboré, comme le dit le Premier ministre, soit joué un jeu un petit peu trouble avec certains groupes djihadistes, ou est-ce que vous pensez que c'est seulement les autorités de transition qui affirment cela ? Il y a deux éléments dans ce que vous dites. Le premier élément, c'est le sentiment global, on va dire, anti-gouvernement français ou anti-politique française. Ce sentiment, il est majoritaire dans notre pays, et cela depuis longtemps. Il ne date pas du coup d'État de 2020. Il est là vraiment depuis longtemps, et il est structurel. Il est vraiment structurel, il faut le comprendre ainsi. Et donc, ce sentiment-là fait que les populations ont tendance à croire tout ce qui peut apparaître comme étant en défaveur de l'attitude française, de l'image française et en défaveur des politiques françaises. Maintenant, de l'autre côté, quand on est un responsable public, quand on est un acteur politique, on parle sur la base d'évidence. Nos autorités parlent de preuves. Nos autorités ont souhaité qu'aux Nations Unies, il y ait des débats. Nous sommes tous, malheureusement, à regretter que ces débats n'aient pas eu lieu pour qu'on puisse présenter ces preuves. Parce que jusqu'à présent, aucun responsable politique malien en dehors du gouvernement n'est en possession d'éléments de ce type. Donc, ce qui me fonde, moi, à dire qu'on attend de voir pour se prononcer. Les Nations Unies et de nombreuses ONG dénoncent les exactions commises par les forces armées maliennes, mais aussi par les paramilitaires russes du groupe Wagner. Il y a eu évidemment ce qui s'est passé dans le village de Moura il y a maintenant un an. On a l'impression que ce groupe paramilitaire peut agir comme bon lui semble, y compris en commettant des exactions contre les civils sans conséquence. Ce que je peux affirmer à ce sujet, c'est que la vie humaine, et notamment la vie de nos compatriotes, doit être sacrée. Et toute exaction,
quel que soit l'auteur de ces exactions commises contre des populations civiles, doit être sanctionné. Nos autorités ont ce discours. Il faut que ce discours soit suivi de faits. Nous entendons ici ou là, peut-être que vous n'avez pas connaissance de ça, mais nous entendons ici ou là des sessions de cours militaires pour juger des éventuels commettants d'exactions au niveau de nos forces armées et de sécurité. Pour ce qui concerne l'intervention réelle ou supposée de Wagner, puisque nos autorités encore là disent qu'elles travaillent avec le gouvernement russe et les Russes qui sont là sont des instructeurs, nous n'avons pas de preuves établies du contraire. Nous restons sur la ligne que les autorités sont les premiers responsables de ce qui se passe sur le pays et doivent tout faire pour éviter les exactions contre les populations civiles. Parce que les exactions contre les populations civiles, au-delà de l'aspect droit de l'homme, sont totalement contre-productives en termes de lutte contre l'insécurité, de lutte contre le terrorisme. Parce qu'elles n'ont pour effet que de pousser dans les bras des terroristes nos populations civiles. Il faut que nous ayons conscience de cela. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, la population, les populations doivent être du côté de l'État, de nos autorités. Et pour cela, il faut bannir, mais vraiment bannir, toute forme d'exaction contre les populations civiles. Alors, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui est venu récemment, a clairement dit que Wagner était présent au Mali. Lors du vote de la résolution des Nations Unies sur le retrait des forces russes d'Ukraine, seuls 7 pays ont voté contre, dont le Mali, qui s'était jusque-là abstenu. Est-ce que ça veut dire que désormais, le Mali obéit à Moscou? Très sincèrement, sur cette question, moi, j'ai émis ma position. C'est une tristesse. C'est une tristesse parce que notre pays, depuis l'indépendance, ça ne date pas de 10 ans, de 15 ans, mais depuis l'indépendance, notre pays s'est caractérisé par son non-alignement. C'est-à-dire, en cas de crise géopolitique, en cas de confrontation géopolitique entre les grandes puissances extérieures, le Mali s'est généralement abstenu ou s'est aligné sur une posture qui est partagée par l'essentiel des pays africains. Et donc, quand j'ai vu ce vote-là, j'ai moi-même communiqué pour dire que cela est triste et cela augure de lendemains difficiles pour notre pays. Nous aurions mieux fait de nous abstenir et d'adopter une attitude de neutralité que certains pays africains ont adopté, y compris parmi des pays avec lesquels nous sommes très proches, le Mali. Vous avez sans doute vu qu'avec le Burkina Faso et la Guinée, nous avons des projets de rapprochement, nous avons des coopérations, mais ces deux pays se sont abstenus sur ce vote-là. Donc nous aurions mieux fait de rester non alignés sur ces grands enjeux géopolitiques qui sont très éloignés de nos réalités. C'est malheureux, c'est à déplorer. Espérons simplement que notre diplomatie saura adopter des attitudes beaucoup plus prudentes, beaucoup plus stratégiques dans les semaines à venir. Alors cette semaine devait se tenir un référendum au Mali sur la nouvelle constitution. Il a été reporté. Les autorités affirment que cela n'aura pas d'impact sur le chronogramme électoral qui prévoit la tenue d'une élection présidentielle d'ici un an, en février 2024. Est-ce que vous les croyez ou est-ce que vous avez l'impression que c'est la porte ouverte au maintien de la junte au pouvoir? Il est clair que tout report d'échéance dans une période exceptionnelle comme celle-là est porteur d'inquiétude. On va dire que nous sommes tous relativement alertés par rapport à ce report et à ses impacts supposés. Cela étant dit, je fais foi aux déclarations du ministre en charge des questions de l'administration territoriale et des élections qui a dit clairement dans son intervention que ce report, il sera léger et il se mettra en place, les nouvelles dates se mettront en place avec la participation de la classe politique et qu'il n'a pas d'impact sur le chronogramme, qu'il n'aura pas d'impact sur le chronogramme. Donc moi, je veux bien croire à cela. Mais seulement ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il est souhaitable maintenant que les autres retards constatés, parce que le retard n'est pas constaté seulement sur le référendum, les autres retards constatés sur le processus électoral, qu'on puisse les monitorer de manière plus active et qu'on puisse les corriger de manière plus active. Cela nécessite que la gouvernance du processus électoral soit plus dynamique.
Nous avons aujourd'hui une équipe de gouvernance qui implique la CEDEAO, qui implique les Nations Unies, qui implique un certain nombre de partenaires, qui a un volet technique et un volet politique. Le volet technique ne s'est pas encore réuni une seule fois depuis 3 mois. Et moi, je pense que ce volet technique doit fonctionner et doit fonctionner sur une base hebdomadaire pour que chaque semaine, nous puissions faire le point du chronogramme, corriger les retards, résorber les retards et avancer. Si cela ne se faisait pas, là, en ce moment, il faudrait avoir des inquiétudes beaucoup plus profondes sur la suite du processus électoral et donc prendre des dispositions pour très clairement afficher nos inquiétudes et alerter qui de droit. Alors, juste dernière question, Oussama, sur le fond de la réforme de la Constitution, cette nouvelle Constitution renforce considérablement les pouvoirs du président. Sur le fond, est-ce que vous ne craignez pas que c'est finalement une façon pour les autorités au pouvoir de s'y maintenir, de pouvoir se représenter et de pérenniser en quelque sorte le coup d'État? Pour l'instant, nous n'en sommes pas là et je veux bien accorder le bénéfice du doute à nos autorités. Le discours officiel, c'est que le chronogramme va être tenu. Les autorités de la transition ne vont pas participer aux élections puisqu'elles s'y sont engagées. On leur accorde le bénéfice du doute et on verra bien dans les mois à venir ce qui va se passer. Ce que vous avez dit, par contre, est structurel parce que le pouvoir très important donné au président de la République dans le projet de constitution est clairement une insuffisance. Parce que ce qui nous a amenés dans la crise, c'est justement la trop grande polarisation de la vie politique autour du président de la République et la disproportion du pouvoir du président de la République par rapport aux autres pouvoirs des autres institutions. Et donc, aller dans ce sens-là, c'est de créer les conditions de crise future, puisque le président omnipotent se verrait un boulevard devant lui et continuerait à agir comme il devrait le faire sans aucune possibilité d'être stoppé par les autres institutions. Et donc, ne laisser comme hypothèse d'arrêt du président que le coup d'État. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne cela. Plus de pouvoir au président de la République conduit le Mali dans la crise. Il faut un pouvoir équilibré entre les institutions, permettant aux institutions de jouer leur travail, notamment le Parlement. Le Parlement doit être renforcé. Et dans ce projet, ce n'est malheureusement pas le cas, même s'il faut saluer la mise en place de la seconde chambre du Parlement, même s'il faut saluer aussi la possibilité de destitution du président qui est dans le processus et dans le dispositif parlementaire. Le pouvoir judiciaire aussi doit être renforcé. Il faut que nous cassons le lien de nomination qui existe entre le président et la plupart des autorités judiciaires pour qu'il y ait une grande indépendance du pouvoir judiciaire et que le pouvoir judiciaire puisse à un moment déterminé aussi stopper le pouvoir exécutif. C'est cela la démocratie, l'équilibre des institutions. Ce n'est malheureusement pas ce qui est dans ce projet de constitution. Mais nous sommes dans un processus, nous continuons à parler, à porter la parole et après, si on doit se prononcer et voter, là en ce moment, nous donnerons nos positions finales et nous nous affirmerons par rapport à cela. Moussa Mara, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Bamako, la capitale du Mali. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.
ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Ce n'est pas grâce à eux que la France va changer. Nous pouvons voir que durant les manifestations contre la réforme des retraites, des personnes font des danses et chantent des chansons, et c'est inquiétant car si certains Français et Françaises continuent à faire ça, eh bien les chances de gagner contre le gouvernement sont très peu probables. Les images que vous voyez, Macron le voit aussi, et que pense-t-il à votre avis? Il va se dire que le peuple est ridicule, au vu de ce que nous voyons actuellement. En mai 68 ce n'était pas comme ça, nos anciens étaient plus courageux, c'était une paralysie totale de l'économie, ce qui a entraîné la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais comment peut-on accepter que de telles choses soient faites dans les manifestations, dans un mouvement où les Français sont censés montrer leur mécontentement? Je pense que ceux qui font des petites danses, n'ont pas encore assez subi de la part des élus. Le peuple français qui souffre et qui demande réparation, ne danse pas, et ne chante pas. Le vrai peuple, a faim, en a marre de devoir travailler, jusqu'à l'incapacité de profiter de la vie, de crever de faim et de toujours angoisser à l'idée de se dire s'ils vont avoir assez, pour nourrir leurs enfants à la fin du mois. En 1789, si les gens dansaient pour révolutionner la France, ça serait une toute autre vision que nous aurons du pays. France, pays de la Révolution, qui s'éteint, d'où l'on ne fait rien, pour la sauver. Que l'en restera-t-il de notre futur, celui de vos enfants, et de vos petits-enfants?
Je vais avoir 36 ans et je sens que c'est le moment. Ça y est, mon désir est clair. J'ai très envie d'avoir un chien. Vraiment, vraiment. Mais le problème, c'est que mon mec n'est pas encore très motivé. Il est pas contre, mais il a peur de l'engagement que ça représente. Le fait de le sortir 3 fois par jour, de devoir l'emmener partout, etc. En revanche, il veut des gosses. Voilà. Une flopée. Et moi, je lui dis, mais t'es conscient du fait qu'un gosse, c'est plus de taf et plus de merde à ramasser que 3 promenades par jour? Ça fait 3 ans que je veux un chien. Et dès que je le formule, on me répond « fais un enfant plutôt ». Ça n'a rien à voir. Un chien, il crève au bout de 10 piges. Un enfant, normalement, c'est lui qui te voit crever. Un chien, il te saoule. Au pire, tu l'abandonnes sur l'autoroute. Un enfant, à ses 25 piges, c'est lui qui t'abandonne dans un EHPAD. Un chien, tu le sors. Un enfant aussi, mais pas par le même endroit. Un chien déchire tes fauteuils. Un enfant, ton périnée. Je continue ou pas? Non. Un chien bouffe tes chaussettes. Un enfant, ta vie. Voilà. Moi, quand j'étais petite, je pensais qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'aurais des enfants, une résidence secondaire et le permis. Eh bien non, je n'ai même pas de vélo. Enfin, pas encore. Oh, merci, vous êtes trop. Et le pire, c'est que ça va, en fait. J'adore ma vie. Le problème, c'est que je sais que faire des enfants, c'est un peu comme ouvrir un PEL. C'est-à-dire, tu te sacrifies un peu dans un moment de ta vie où tu n'en as pas besoin parce que tu sais que plus tard, ça va être utile. En gros, tu changes des couches pour qu'on te les change quand vient ton tour. Bah oui, c'est logique. Bah si. Moi, je suis à l'âge où il faut que je plonge dans mon désir. Parce que tout me presse. La société me presse à me positionner, ma famille, ma gynéco et même mon corps. Parce qu'à partir de 35 ans, chaque règle que j'ai me susurre « encore une occasion de féconder manquée. Et à ton âge, c'est pas une de perdue et 10 de retrouvée. Ma vieille !» Donc, ce qui me fait mal tous les mois, c'est plus tellement les crampes au ventre, c'est le poids de l'avenir. Et pour ça, le spasson est inefficace. Voilà, je vous le dis. En fait, j'ai réalisé que c'est pas que je ne veux pas d'enfant. C'est qu'en fait, je ne veux pas être maman. Voilà. Je ne veux pas que mon téléphone soit rempli de photos floues de mon gosse qui fait des trucs très peu impressionnants pour la première fois, tu vois. De vidéos de lui qui, semi-conscient, l'œil torve, éructe bruyamment avant que toute fière, je le félicite d'être un gros beauf, tu vois. Je ne veux pas assister à des cours où l'on m'explique calmement que mon corps s'apprête à subir un sinistre qui ferait trembler n'importe quel syndic avec des dégâts des eaux, fissures, affaissements et glissements de terrain. Bref, j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé la solution. Je veux bien avoir des enfants si je suis papa. Voilà. J'aimerais être papa. Bah oui, parce que si tu t'apprêtes à devenir papa et qu'au bout du 6e mois de grossesse, tu réalises que tu ne veux plus, tu peux te barrer et t'en sortir avec un maximum une petite pension alimentaire, tu vois. Alors que si tu t'apprêtes à devenir maman, tu peux te barrer, mais ce qu'il y a dans ton ventre te suit, tu vois, c'est moins pratique. Il y a que quand t'es papa que tu peux apprendre que tu l'es 18 ans après coup. C'est bien de le dire. Voilà. Sur une musique libre de droit avec des sous-titres mal orthographiés, tu vois, du genre « Cette personne s'apprête à rencontrer son fils, mais il ne le sait pas encore, sans eux. Bonjour, tu es mon père, AIRE. » Voilà. Et que par conséquent, tu reçois respect et amour de la part d'un être à peu près fini, ainsi qu'1 million de vues sur TikTok. Il n'y a que quand t'es papa que tu peux avoir un truc comme ça. Un papa, c'est trop cool. Une maman, c'est responsable. Un papa, c'est trop fort. Une maman, c'est pragmatique. Un papa, c'est trop drôle. Une maman, c'est là. Voilà. C'est un papa qui fait 50% du taf, c'est un héros. Une mère qui fait 50% du taf, c'est le minimum. Tu sens que dans le foyer, le père, c'est pas vraiment le protagoniste. C'est plus un personnage récurrent comme Gunther dans Friends. C'est vrai. Et moi, ça m'irait, tu vois. De nos jours, je sais, les hommes s'investissent de plus en plus dans la paternité et je sais que, par exemple, mon mec serait à donf, mais quand même, tous les hommes comme le mien qui sont gentils et de bonne volonté, qui disent dans la même phrase « Demain, mon amour, je vais faire le marché, faut acheter quoi ?» Mais je n'ai aucune confiance en vous. Pour moi, un papa, c'est un bon stagiaire. C'est volontaire, mais ça manque d'autonomie. La vérité, c'est que je crois que j'ai peur de devenir quelqu'un d'autre en devenant maman. Ouais. Et par quelqu'un d'autre, j'entends quelqu'un de chiant. Et à contrario, moi, j'ai des copines qui veulent faire un môme justement pour changer. Ça m'obligera à moins faire la teuf, à m'engager, à me poser. Et finalement, j'ai envie de répondre à ce genre de copine. Si c'est vraiment pour ça que tu fais un enfant, prends plutôt un chien.